et je propose qu'on entame des questions qui ont été posées et qu'on vous a posées. Peut-être que c'est vous qui répondez aux questions par rapport où on demande aux personnes de reposer la question. Je pense que peut-être qu'il vaut mieux peut-être répondre, ça ira plus vite, répondre directement à toutes les questions. Hein? Oui, je peux synthétiser les questions, peut-être m'assurer que la personne qui a posé la question est bien présente et évidemment, si elle a des compléments à apporter, elle les apporte, mais je peux commencer par résumer la question telle qu'on l'a comprise. D'accord. On avait une question de manager de centre-ville d'Aurillac, je crois. Je ne sais pas si la personne est présente. Elle est présente. Enchanté. Donc, vous nous interrogiez. Pardon? C'était Mme Ruet qui est présente. Vous voulez que je relise la question ou vous vous en occupez, maître, comme vous souhaitez? Non, je peux la synthétiser. Donc, il s'agit de savoir, d'une part, qui peut intervenir de la commune ou de la communauté d'agglomération s'agissant d'aide à l'immobilier, donc pour subventionner des repreneurs de fonds de commerce ou accorder des rabais concernant les loyers, donc dans un objectif de redynamisation du centre-ville. Et second point, comment est-ce que cette action s'articule avec le rôle de chef de file de la région en matière d'aide économique. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce qu'il y a des points à compléter? Juste pour savoir, il faut que la personne, s'il y a des compléments, vous leviez la main et qu'on vous donne la parole après. Voilà. Alors, Maître Lodoré, peut-être on va répondre parce que. Poursuis, oui, d'accord. Peut-être répondre sur cette question. Hein? Oui. Ok. Oui, s'agissant de la compétence, donc pour mener ce type d'action, donc quand une commune est membre d'une communauté d'agglomération, eh bien il faut se référer aux délibérations de la communauté d'agglomération en ce qui concerne l'intérêt communautaire. En fait, il appartient à la communauté d'agglomération de définir sa propre compétence en la matière. Donc, c'est politique du commerce et soutien à l'activité économique. La communauté d'agglomération a la faculté de retenir une compétence large, donc elle peut décider que c'est elle qui va accorder ce type d'aide aux repreneurs de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ou au contraire, elle peut restreindre son intervention à des projets, par exemple, nommément listés dans la délibération, auquel cas, l'essentiel de la compétence en la matière est conservé par la commune. Voilà, en l'espèce, donc on a pu consulter la délibération de la communauté d'agglomération s'agissant de l'intérêt communautaire, et cet intérêt communautaire est conçu de manière très restreinte. Donc on confirme que c'est bien la commune qui a le pouvoir d'accorder ce type d'aide à l'immobilier des petits commerces. Voilà pour le premier point. Et le second point, s'agissant de l'articulation avec l'action de la région, alors c'est vrai que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est la région qui est chef de file en matière d'aide économique. Donc il ne faut pas l'oublier, mais le Code général des collectivités territoriales prévoit un régime spécifique s'agissant des aides à l'immobilier d'entreprise. Et sur ce chapitre-là précisément, les communes restent compétentes. Donc, la commune peut parfaitement prendre l'initiative sur ce sujet. Elle n'a pas de compte à rendre à la région. En revanche, la région peut, si elle le souhaite, participer au régime d'aide mis en œuvre par la commune sur ce sujet spécifique, donc et compléter les aides communales dans la limite des plafonds prévus par les textes pris pour l'application du droit des aides d'État. Parce que là aussi, c'est, je dirais, c'est la tonalité générale de ces
de ces dispositifs d'aide, c'est qu'ils sont systématiquement encadrés par le droit des aides d'État. Il y a des dispositions à cet égard qui sont assez techniques dans le Code général des collectivités territoriales. Donc la commune a les mains libres sur ces sujets de subvention à l'immobilier d'entreprise, pourvu qu'elle respecte le dispositif qui est prévu dans le CGCT relatif aux aides d'État. Voilà, il faut signer une convention notamment avec le bénéficiaire, il faut respecter les plafonds. Bon, voilà, il y a toute une intendance qu'il faut avoir à l'esprit. Une intendance juridique. Alors, comme il n'y a aucune main qui se lève, on passe à la question suivante. Oui, là, je vais passer la parole à Juliette Bottella, qui est avocate, qui travaille avec moi, qui est responsable du bureau de Saint-Malo que nous sommes en train d'ouvrir en Bretagne, sur la question de Ville d'Avray en matière de règlement d'un litige entre les délégataires d'un marché forain dans ce contexte malheureux de la pandémie. Oui, c'est un merci Adrien. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je vois qu'il y a une question. Alors, Juliette Bottella veut peut-être poser la question. Elle est là, elle a levé la main. Voilà. Constant? Oui, c'est Madame Laura Béal qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si elle veut prendre la parole. Vous nous entendez? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, non, c'est simplement pour dire que effectivement, je suis présente. Donc, c'est moi qui ai posé la question concernant les marchés. Donc, je vous écoute. Très bien. D'accord, très bien. Bonjour Madame Béal. Donc effectivement, la question que vous nous soumettez concerne les délégations de services publics. Et donc précisément, il s'agit de savoir si le délégataire en charge de l'exploitation de marchés forains dispose d'un droit à indemnisation compte tenu de la perte de chiffre d'affaires engendrée par le premier confinement. Puisqu'effectivement, pendant cette période, la tenue des marchés a été interdite. Alors, il y a un deuxième volet de la question qui concerne là la possibilité de prolonger la convention de délégation de services publics compte tenu donc de la suspension de l'exécution de la convention pendant la période du premier confinement. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé la question, Madame Béal, sinon n'hésitez pas à compléter. Comme vous le savez, effectivement, à la mi-mars 2020, le gouvernement a décrété l'interdiction de la tenue des marchés, qu'ils soient couverts ou non. Alors, à savoir qu'il y avait une petite exception prévue, puisque dans certaines situations, le préfet pouvait tout de même autoriser la tenue des marchés dans certaines villes s'il estimait que les conditions sanitaires requises étaient remplies. Mais donc dans de nombreuses villes, et apparemment donc à la ville d'Avray, les marchés forains n'ont pas pu être tenus pendant la période de confinement. Donc bien sûr, ça a engendré un manque à gagner pour l'exploitant délégataire. Donc ce manque à gagner, il n'est pas contestable. Il n'est pas contestable, mais pour autant, ce n'est pas pour cela que le délégataire va être fondé à solliciter à la ville une indemnisation de son préjudice. Donc, il va falloir effectivement que la demande du délégataire, elle repose sur un fondement juridique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de déterminer là ensemble, sur quel fondement juridique, en fait, le délégataire pourrait fonder sa demande d'indemnisation. Pour déterminer cela, en fait, il va falloir analyser les différents actes et textes qui régissent la relation contractuelle donc, entre le délégant et le délégataire. Donc, le premier acte, en fait, à regarder,
eh bien, c'est la convention de DSP en elle-même. Donc, il va falloir aller analyser cette convention et regarder s'il existe une clause particulière spécifique qui prévoit l'indemnisation du délégataire en cas de baisse d'activité, de fermeture du marché, de baisse de fréquentation du marché. Si c'est le cas, eh bien là, le délégataire pourrait fonder sa demande d'indemnisation sur cette clause. Alors toutefois, en matière de délégation de services publics, la plupart des conventions ne contiendra pas ce type de clause. Parce qu'en fait, cela s'explique par la nature même de la convention de délégation de DSP, puisqu'en fait, l'exploitant, eh bien, il va assurer l'exploitation du service à ses risques et périls. C'est vraiment la nature même de la convention de DSP. C'est-à-dire que l'exploitant, il doit assumer les aléas du marché, les risques d'exploitation. C'est pour ça qu'a priori, alors vous nous direz, vous pourrez nous confirmer si c'est le cas, Madame Béal, mais a priori, il n'y a pas ce type de clause d'indemnisation dans la convention de DSP. Donc le délégataire ne pouvant se fonder sur cette convention, il va falloir regarder, analyser les autres textes qui pourraient venir fonder cette demande. Alors, en la matière, vous le savez, il y a un texte spécifique qui a été adopté le 25 mars 2020, c'est cette ordonnance donc 2020-319 qui vise à adapter les règles de la commande publique compte tenu de cette crise sanitaire. Donc là aussi, il faut aller voir ce que nous dit cette ordonnance. Est-ce qu'il y a un droit à indemnisation qui a été prévu par l'exécutif? Alors s'agissant donc spécifiquement de la suspension de l'exécution d'une convention de service public, il faut s'attacher à l'article 6-5 de cette ordonnance du 25 mars 2020. Donc, que nous dit cet article? Cet article prévoit que, en cas de suspension de la convention résultant d'une mesure de police administrative, donc typiquement les mesures de confinement, en cas de suspension de la convention, là, le pouvoir réglementaire a adopté deux mesures. Premièrement, le versement de toute somme due par le délégataire au délégant est suspendu, donc pendant la période protégée, à savoir du 24 mars au 10 juillet, au 23 juillet, pardon. Donc, pendant ce délai, tout paiement du délégataire est suspendu. Donc là, on pense évidemment aux redevances domaniales pour ce qui est des marchés forains. Et le deuxième dispositif qui a été adopté par le pouvoir réglementaire, c'est la possibilité aux délégants de verser des avances aux délégataires sur les sommes dues. Alors là, on ne voit pas très bien comment ça pourrait s'appliquer dans le cadre des délégations d'exploitation de marchés forains. C'est un dispositif qui a également été adopté. Donc voilà en fait les deux dispositifs d'aide qui ont été prévus en cas de suspension de l'exécution de convention de DSP. Mais vous voyez que cette ordonnance, elle ne prévoit pas un droit à indemnisation de la perte de chiffre d'affaires résultant du confinement. Il s'agissait vraiment là pour l'exécutif de mettre en place un dispositif qui en fait allait préserver la trésorerie des délégataires à court terme, mais on n'a donc pas de dispositif spécifique à l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires. Donc finalement, le délégataire, il ne pourra pas non plus fonder a priori, selon nous, sa demande d'indemnisation sur cette ordonnance. Alors, la dernière question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des principes généraux du droit administratif qui vont pouvoir venir fonder cette demande?
Donc, il y a deux principes ici à analyser, et je crois donc que c'est justement les principes qu'invoque en l'espèce le délégataire à la ville d'Avray, à savoir la théorie de l'imprévision et le cas de force majeure. Donc, concernant la théorie de l'imprévision, alors c'est une ancienne théorie, enfin, reconnue par la jurisprudence en 1916, lorsque les conditions de l'imprévision sont remplies, eh bien, le co-contractant de la personne publique peut prétendre soit à une révision des conditions du contrat, ou soit à une indemnisation des charges qu'il aurait dû supporter, mais qui sont vraiment des charges qui résultent vraiment d'un bouleversement de l'économie du contrat. Voilà ce à quoi pourrait prétendre le délégataire. Toutefois, je passe assez vite sur cette théorie parce que, en fait, si vous voulez, elle a pour fondement, cette théorie, la continuité du service public. C'est-à-dire que finalement, elle a vocation à s'appliquer seulement si le délégataire n'interrompt pas l'exécution de ses missions. Or, dans le cadre ici du délégataire de marché forain, eh bien malheureusement, la convention elle a été totalement suspendue automatiquement par le confinement et il a été dans l'impossibilité totale d'exécuter ses missions. C'est pour cela que, selon nous, la théorie de l'imprévision, elle ne s'applique pas dans ce cas. L'argument donc qui est invoqué apparemment par le délégataire en l'espèce nous semble donc inopérant. Ensuite, le deuxième principe donc, qui est à analyser et qui est également invoqué par le délégataire, c'est le cas de force majeure. Donc, effectivement, on en a beaucoup entendu parler de la force majeure ces derniers mois. Alors, la force majeure, elle se caractérise par trois conditions. Tout d'abord, pour qu'il y ait force majeure, il faut que l'événement soit extérieur aux parties. Bon, là, s'agissant de l'arrivée de cette épidémie, ça fait guère de doute que l'événement ne résulte pas d'un comportement des parties. Ce critère-là, cette condition-là, elle est donc remplie en l'espèce. Le deuxième critère, c'est le critère de l'imprévisibilité. Alors, pour savoir si cette condition d'imprévisibilité est remplie, on doit se placer au jour de la signature de la convention. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'au jour de la convention, eh bien, la pandémie de Covid-19 était prévisible? Si cette convention a été conclue en 2019, la condition d'imprévisibilité, elle est manifestement remplie. Il pourrait y avoir des débats sur les conventions qui ont été conclues en février 2020, soit avant qu'on ait des annonces de l'exécutif, mais tout de même à une période à laquelle la pandémie elle était présente, notamment en Italie et donc aux portes de la France. Mais bon, en l'espèce, je comprends qu'à la ville d'Avray, la convention elle a été conclue bien en amont, donc a priori le caractère d'imprévisibilité il est également caractérisé et la condition est également remplie. La dernière condition à remplir pour qu'il y ait force majeure, c'est l'irrésistibilité. L'événement doit être irrésistible. Donc ici, le critère d'irrésistibilité il est également rempli puisque manifestement, encore une fois, eh bien, le délégataire n'a en aucun cas pu assurer ses missions compte tenu de l'impossibilité et de l'interdiction de tenir ce marché. Donc, en définitive, en l'espèce, selon nous, le délégataire, il est bien fondé à invoquer le cas de force majeure. Mais alors, désormais, il faut se demander à quoi peut prétendre le délégataire compte tenu de la suspension résultant d'un cas de force majeure. Alors, on n'a pas de jurisprudence précise en la matière, mais on peut se rattacher à la jurisprudence qui est rendue en matière de résiliation
pour cas de force majeure. Et donc là, la jurisprudence nous dit assez clairement que le délégataire peut prétendre à l'indemnisation des investissements non amortis. Donc, par exemple, si le délégataire en charge de l'exploitation du marché forain a procédé à des aménagements de la place du marché, forcément, durant la période de confinement, ces investissements-là n'ont pas pu être amortis. Donc, a priori, sur le fondement de cette jurisprudence, le délégataire serait fondé à solliciter une indemnité compte tenu de ces investissements non amortis. Ensuite, concernant le manque à gagner, vraiment la perte de recettes, là, la jurisprudence, elle n'admet pas d'indemnisation du délégataire. Alors, il y a une indemnisation qui est prévue en cas de résiliation de la personne publique pour motif d'intérêt général. Ça, c'est prévu par le Code de la commande publique. Mais ici, on est dans une situation différente. Le cas de force majeure, le mesure de confinement, c'est imposé également à la collectivité. C'est quelque chose qui est extérieur à la personne publique. Donc, on voit mal effectivement quel fondement juridique pourrait justifier que ces frais-là, cette perte de chiffre d'affaires, soit mise à la charge de la collectivité. En fait, il ne faut pas oublier que finalement, le cas de force majeure, il s'impose aux deux parties, aux délégants comme aux délégataires. Alors, il est vrai qu'on aura certainement de la jurisprudence à venir sur ce sujet dans les mois prochains, mais à ce stade, il nous semble donc compliqué pour le délégataire de fonder une telle demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires. Alors, juste une petite ouverture et recommandation. Comme je l'ai indiqué en introduction, le texte, l'ordonnance, le décret du 25 mars 2020 prévoyait que le préfet pouvait déroger à l'interdiction et autoriser la tenue de marché dans certaines villes. Donc finalement, au lieu de se retourner contre la ville, le délégataire pourrait très bien se retourner contre le préfet et l'État en disant « mais écoutez, vous auriez dû autoriser la tenue du marché à la ville d'Avray puisque les conditions sanitaires pouvaient manifestement être respectées. Donc voilà, ça pourrait être une solution en fait pour la commune de finalement un peu renvoyer la balle au préfet et à l'État sur ce point. S'agissant donc de l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires. Rapidement, oui. Concernant On vous prie par le temps. Ouais. Alors, moi, ce que je propose, est-ce que vous nous entendez là? Oui, je vous entends. Oui. Ce que je propose, c'est qu'avec Laura Béal, on puisse, après, à la fin de cette permanence juridique, peut-être donner des compléments avec vous. Peut-être qu'on va finir de poser toutes les questions, répondre aux questions, et puis ensuite, en plus, le cas de Ville d'Avray est compliqué, parce qu'il faut savoir que le préfet, comme vous le disiez, a interdit tous les marchés dans les Hauts-de-Seine. Donc, il n'y a aucun marché, et en Île-de-France, sur les 947 marchés d'Île-de-France, on n'a eu que 30 marchés qui ont pu ouvrir au premier confinement. Voilà. Alors, on avait une autre question qui, en plus, peut concerner également différentes villes et collectivités, la question donc, de Saint-Lô sur les distributeurs automatiques. Donc, je ne sais pas, Maître Doré, si vous voulez prendre la parole ou… Oui, celle-là, elle est pour moi. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, c'est une question qu'on nous soumet pour la première fois. Et il est bien possible qu'on soit devant un angle mort de la réglementation. Je m'explique.
à notre connaissance, il n'y a pas de législation ad hoc s'agissant de ces distributeurs automatiques de produits alimentaires. Nous, on n'a rien trouvé dans les textes. Je crois que c'est une tendance assez récente. Donc, bon, comme souvent, le droit a un peu de retard par rapport aux faits. Ce qui, je pense, peut nous aider, c'est le droit de l'urbanisme. On peut saisir ces distributeurs automatiques sous l'angle du droit de l'urbanisme, mais compte tenu de leur emprise au sol assez restreinte, de leur faible importance, en tout cas pour la plupart, on est probablement dans des cas où l'implantation sur des propriétés privées va bénéficier des dispenses prévues par le Code de l'urbanisme. Donc, le Code de l'urbanisme nous semble être la législation qui peut peut-être permettre de conserver, je dirais, un droit de regard sur l'implantation de ces distributeurs, mais en fonction de leur taille, on pense que la plupart vont en fait pouvoir bénéficier d'une dispense. Alors, le seuil, il est fixé à 5 mètres carrés d'emprise au sol. Donc, jusqu'à 5 mètres carrés d'emprise au sol, en principe, c'est dispensé de toute autorisation ou déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. Donc là, moi, je n'ai pas idée sur la question, mais j'ai l'impression que la plupart des distributeurs, ils représentent une emprise au sol inférieure. Si on est au-delà des 5 mètres carrés d'emprise au sol, là, il faudra une déclaration préalable. Donc là, la collectivité retrouve un levier et une possibilité d'encadrer, de doser l'implantation de ces distributeurs en propriété privée. Donc ça, voilà pour ce qui concerne le Code de l'urbanisme. Ensuite, les PLU peuvent comporter des dispositions relatives à ces distributeurs automatiques dans une certaine mesure. On pense au cabinet qu'un PLU ne peut pas prescrire une déclaration préalable ou un permis de construire là où le Code de l'urbanisme a dit « Ah non, 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 c'est dispensé ». Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là, mais c'est une question sur laquelle il n'y a pas de réponse claire. Mais nous, au cabinet, on pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. En revanche, on peut encadrer d'une autre manière, plus fine, l'implantation de ces distributeurs en imposant des garde-fous, en disant là où il y a implantez-vous de préférence là où il y a déjà des distributeurs, par exemple, si on veut éviter le mitage, regrouper les distributeurs, ou au contraire, on ne multiplie pas les implantations dans un rayon de X centaines de mètres. Moi, je n'ai pas les compétences pour proposer des prescriptions intelligentes en la matière, mais je pense que le PLU peut en tout cas esquisser des lignes directrices qui vont permettre à la commune d'encadrer un peu mieux l'implantation de ces distributeurs automatiques. Donc, en résumé, aujourd'hui, pour moi, c'est un angle mort de la législation. Il n'y a pas de corpus juridique applicable à ces distributeurs, comme par exemple, on peut en avoir un en matière de publicité, d'enseigne et de préenseigne. Je pense que les distributeurs automatiques sont assez comparables sur de nombreux points aux enseignes et préenseignes, parce qu'il s'agit d'éléments du mobilier urbain qui sont de faible importance, qui peuvent proliférer dans certains endroits, notamment en entrée de ville. Donc, il y a une question de préservation du cadre de vie, préservation du paysage, qu'on retrouve dans la législation qui encadre les enseignes et les préenseignes. Donc, notre recommandation aujourd'hui, c'est d'une part réfléchir à des dispositifs permettant de contraindre les promoteurs de ces distributeurs dans le PLU. Et deuxième axe, peut-être saisir l'État de cette question. Parce que dans certains endroits, s'il y a vraiment une prolifération de distributeurs automatiques, il faudrait que le droit se mette à la page. On peut commencer par poser une question au ministre via un parlementaire, et puis sinon peut-être attirer l'attention
du ministre de l'Aménagement du Territoire sur cette question qui me semble très, très intéressante et pas ou peu abordée en droit. Merci. C'est vrai que les réponses merci aussi à Juliette, j'ai oublié de vous remercier, mais c'était vraiment très technique. Et, alors, je crois qu'il y a encore une ou deux questions, ou pas? Oui, oui, tout à fait. Alors, on avait encore pas mal de questions. Alors après, je ne sais pas, Maître, s'il y en avait une autre en particulier que vous vouliez traiter ou... Alors, il y avait une question concernant la... Pardon? La question de Bourges, peut-être, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle nous a été transmise. Alors, si la personne est présente, peut-être qu'elle peut la reformuler, parce que moi, je comprends. Levez la main et comme ça, qu'on puisse lui donner la parole. Tout à fait. En bas, dans votre petit clavier où vous avez le son. Madame Sophie Cassio. Voilà. Si Cassio nous entend et qu'elle peut lever la main. Voilà, tout à fait. La main. Ouais. Alors, on vous laisse la parole. Madame Cassio, vous entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour, je suis avec ma collègue. Donc, effectivement, des questions sur les licences 4. Je laisse la parole à ma collègue pour repréciser la demande. Alors, la question qu'on se posait, c'était quelle est la marge de manœuvre, la possibilité d'intervention d'une commune pour encadrer les transferts, les déplacements de licence 4. C'est-à-dire que nous, ce qu'on comprend jusqu'à présent, c'est le départ ou l'arrivée d'une licence au sein d'une commune, le maire n'a pas beaucoup de plus-value puisque ça rentre dans le cadre d'une transaction privée. Et ce qu'on voulait savoir, c'est dans quelle mesure un maire peut s'opposer au départ d'une licence 4, racheter une licence 4 pour en fait garder en fait une sorte de contrôle sur le nombre de licences qui sont valables sur le territoire de sa commune. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si. Faculté pour la commune d'intervenir en fait sur le marché des voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Dans une politique, avec une finalité de régulation de régulation et puis en fait, de manière globale, de redynamisation, en fait, de maintenir un tissu de bars et de restaurants dans son centre-ville. D'accord, parce qu'on est dans une ville quand même assez importante, on est à Bourges. C'est une ville qui est importante, qui est touristique. Et le fait d'avoir un réseau de bars et de restaurants suffisamment dense a un intérêt à la fois économique et touristique. Et c'est vrai que nous, on voit des licences partir, des licences arriver. On n'a pas vraiment, l'élu n'a pas de plus-value dessus. Effectivement, c'est pas de la compétence de la commune. Alors, il y a des prérogatives qui sont offertes aux communes, mais dans des cas assez particuliers. Le premier cas, il est prévu par le Code de la santé publique. Lorsque la dernière licence est sur le point de partir, là, la commune a la possibilité de s'y opposer. Mais c'est un cas qui ne vous concerne pas, a priori, qui concerne les petites communes. Et l'autre cas, là aussi, on est plus dans le cas des communes rurales, c'est en cas de... Alors, c'est un peu la même problématique, c'est empêcher qu'il n'y ait plus de débit de boisson dans une commune, mais juridiquement, l'outil n'est pas exactement le même. C'est en cas de carence de l'initiative privée, eh bien, une commune peut décider d'exploiter la licence qu'elle a conservée elle-même ou via une association. Donc ça, c'est la clause de compétence générale en cas de carence de l'initiative privée.
de l'article 2253-1 du Code général des collectivités territoriales. En dehors de ces cas-là, j'avoue ne pas avoir connaissance d'autres dispositifs prévus par les textes qui permettraient à une commune importante d'intervenir dans de l'achat-revente de licence 4. Ça me semble pas évident, mais pour moi, il n'y a pas de réponse claire non plus, mais ça me semble pas évident parce que il y a un problème, parce que si vous achetez pour revendre, c'est pour revendre à un prix minoré, j'imagine, qui a un aspect aide d'État déjà. Il y a un aspect aide d'État, mais bon, enfin, pourquoi pas, mais ça doit être en tout cas revu par les juristes de la commune. Et ensuite, c'est les petites communes souvent. L'aspect d'État, et ensuite, oui, est-ce qu'une commune peut intervenir sur le marché des licences 4, faire de l'achat-revente? Ça me semble assez peu orthodoxe, mais bon, peut pousser la réflexion. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse tranchée, mais ça me semble a priori en tout cas pas prévu par les textes. Oui, oui, effectivement, on n'a pas trouvé grand-chose non plus sur le sujet. C'est pour ça qu'on s'était permis de poser la question. C'est assez flou, ouais. Merci en tout cas. Non, rien, de rien. Alors, il est passé un peu le temps, doucement peut-être. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles... Alors, les autres questions, elles sont arrivées tard. Hein, donc, il y avait une autre question une question de la ville de Périgueux, notamment sur la foncière. Peut-être du coup que la réponse a été donnée dans les précédentes interventions. Si Périgueux est avec nous, pareil, levez la main et qu'on puisse vous laisser la parole. Non, visiblement, ils ne sont pas avec nous. Plus avec nous. du Paras. Oui, c'est monsieur. Soit n'a pas eu le temps de préparer les réponses. Voilà. On voit que ce soit Julie Botera, maître Julie Botera ou maître Adrien Ledoré, il y a quand même un travail de fond quand même derrière qui est énorme. Hein, mais ces questions pourront être prioritaires pour la prochaine commission juridique. Exactement. Et le premier jeudi dans 2 mois. Voilà. Non, alors monsieur Honoré n'est plus connecté avec nous. Oh, c'est bon. Et on avait par contre une autre question, donc c'est ça de la part de Toulouse également. Donc sur un jeune couple qui reprenait donc un commerce, l'ancien commerçant du coup partant à la retraite, et donc on voulait savoir ici si ce jeune couple pouvait accéder à des aides pour garder les 2 salariés. Je ne sais pas si c'est une question que... Je peux répondre, non, c'est pas possible. C'est totalement impossible d'avoir des aides. Des aides pour le premier emploi embauché, mais quand vous rachetez une société ou un fonds de commerce, vous rachetez également le personnel qui est sur place. Voilà. Eh bien, sinon, c'est tout. On a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Alors, peut-être, donc, c'est la prochaine permanence juridique, c'est le jeudi 2. L'idéal, vous avez vu, comme il y a quand même un travail énorme à faire les recherches afin de ne pas vous répondre n'importe quoi. Je crois que c'est 10 jours avant que vous demandez les questions à Adrien Doré. C'est ça. Ouais, très bien. Ok.
Eh bien, je trouve que c'était très riche d'enseignements. Merci à vous. On a été un peu long parce que c'était la première réunion permanence, mais je pense qu'après, on va se roder un peu sur cette permanence. Merci beaucoup à vous. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci Au beaucoup. revoir, bonne journée. Bonne journée.